Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flag Football Talks. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Pierre Razo-Anevo, qu'on appelle aussi communément Razo. Joueur, coach et fondateur du Air Store, une marque d'équipement née directement sur les terrains de Flag Football. Le Air Store, c'est une histoire de passion, d'artisanat et de conviction, celle qu'on peut construire un sport de l'intérieur avec du bon matériel, de la proximité et surtout le respect du jeu. Alors aujourd'hui, on accueille donc Razo, bienvenue. Bonjour Romain, merci de m'accueillir. Bah, écoute, c'est un plaisir. Déjà, on va commencer comme on fait d'habitude. J'aimerais que tu puisses, pour les gens qui ne te connaissent pas, une courte présentation de qui tu es. Courte présentation, ça risque d'être compliqué, je vais essayer de synthétiser parce que il commence à y avoir de la bouteille. Bon, du coup, moi c'est Pierre. Personne me connaît sous ce nom-là, tout le monde me connaît sous le nom de Razo. Ça a fait paquet d'années que je joue au flag. J'ai commencé chez les Salamandres du Havre, j'ai déménagé, j'ai joué dans l'Est, je suis venu sur Paris, j'ai joué sur Paris. Et maintenant, me revoilà au Havre, suite à un parcours de vie qui va dans tous les sens. Que te dire de plus? Que te dire de plus, mon cher Romain? Je suis un passionné de flag, très clairement. Euh, le flag, c'est vraiment 50% de ma vie, c'est un week-end sur deux de ma vie, c'est tout mon temps en fait. J'aime ce sport, très clairement. Voilà, je sais pas comment résumer mieux Bah, en fait. C'est dis-moi, une passion. cette passion-là, déjà, on va commencer du début, on va pas passer beaucoup de temps dessus, mais comment tu découvres le flag? Alors, je découvre le flag à l'école primaire. Euh, Il y a des initiations flag qui sont faites sur mon école primaire. Je dois avoir 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et je me dis, ouais, c'est sympa, quoi. Sauf que, bah, à l'époque, c'est des sports qui sont pas connus. Flag, football américain, tout ça. Et en définitive, mes parents, ils sont pas trop pour parce qu'au final, il y a le parcours un peu standard du sportif, quoi. Tu sais, le foot, le basket, les sports un peu plus communs. Et moi, ça me trotte dans la tête. Quelques années plus tard, je me dis, pourquoi pas essayer de retaner mes parents avec ça. Et, euh, et puis, bah, force de choses, mes parents m'inscrivent, tout simplement. Donc, à cet âge-là, moi, je suis dans le football américain. Je veux absolument faire du football américain. Mon frère, en parallèle, s'y met. Alors, du coup, à l'époque, il était au Léopard de Rouen. Alors, moi, je me dis, tu sais, j'aimerais bien taper sur mon frère, tout ça. Sauf qu'en fait, bah, je suis trop jeune pour le foot américain, donc je commence par le flag. Et puis, j'arrive dans un groupe génial. J'arrive dans un groupe où on a Antoine Brisset qui est là, Oscar Paris, mon coach, on a David Haas. C'est, c'est, c'est un groupe génial, je m'éclate. Franchement, je m'éclate. Donc, c'est comme ça que je mets un pied dans le flag et dans le milieu du foot américain aussi. Et en fait, c'est là que l'aventure se lance. C'est début d'amitié, c'est début de long voyage, c'est début de beaucoup de choses. Et du coup, pourquoi tu as eu envie d'y rester alors que, comme tu disais, beaucoup partent vers le foot US? Est-ce que c'est surtout l'équipe ou c'est une passion qui s'est développée petit à petit à force d'y jouer? Bah, en fait, c'est une longue histoire d'amitié déjà. C'est d'amitié parce que, bah, en fait, t'évolues pas pareil dans un petit groupe que dans un grand groupe. Foot américain, t'es 30, 40. Tu te retrouves dans une équipe, t'es un peu noyé dans la masse. Au flag, on était 8, 9. Donc déjà, les liens sont beaucoup plus présents, il y a plus de proximité. Les déplacements sont beaucoup plus fun, forcément, parce que, bah, il y a vraiment un temps pour tout le monde. Et moi, j'accroche vraiment à ça. Le côté ludique, fun et familial, en fait, du flag. Ah, c'est ça qui me lance dans la dynamique fun vraiment du flag. Donc c'est ça que j'aime. Et en quelques mots, du coup, là, ça fait presque 15-20 ans que tu joues au flag? C'est ça. Tu été joueur, t'as été coach, t'as créé des clubs, tu tout fait, en fait, un peu dans le flag football, d'un point de vue, associatif. Avec cette vie entière de flag, t'as passé plus de temps sur les terrains, tu passé plus de la moitié de ta vie, sur les terrains. Hem, Qu'est-ce qu'on peut dire que le flag t'a appris au niveau du collectif, de l'intelligence de jeu, de la débrouille, tout ça? Je vais faire un peu esprit shonen, mais ça m'a appris la force de l'amitié. Euh, En fait, le truc, c'est que le flag, c'est une école de la vie. C'est-à-dire que t'apprends à rencontrer des gens, t'apprends à
à broder aussi avec les gens parce qu'on est dans un sport amateur, donc tu as besoin de tout le monde. C'est vraiment, je saurais pas comment le définir. C'est un plaisir, en fait. Découvrir comment allier, en fait, une passion avec, un quotidien. Parce que c'est un sport amateur, on a du mal à se développer, donc ça demande beaucoup d'investissement et toutes les personnes qui font du flag, se reconnaîtront là-dedans. C'est pas un sport où tu viens, tu joues et voilà, point barre. Non, ça demande toujours du travail dans le recrutement, dans l'accompagnement. Donc en fait, c'est un sport qui apprend aux gens à s'investir et c'est vraiment ça que je retiendrai, c'est l'investissement personnel, l'autonomie. Donc ce qui est fort, c'est que avant de créer pour le flag, avec le Airstore, tu as vraiment grandi dedans et tu t'y toi-même, grandi en tant que personne à travers ce Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, en fait, comme dit, je passais la moitié de mon temps sur les terrains de flag, donc j'ai passé du temps à côtoyer des gens qui faisaient la même passion que moi, à voir un peu tout le temps les mêmes personnes et surtout à voyager. Heu, je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Kenkaku que je pense connais à peu près bien et et en fait, c'est au-delà du sport, c'est des voyages, c'est des moments en équipe. Voilà le beau flag Kaikaku du Air Store. En fait, c'est ça, c'est des moments partagés, c'est-à-dire que au-delà de juste aller faire du sport, bah, en fait, tu pars avec tes amis, tu pars des fois même avec ta famille, tu partages des moments de vie C'est beau. et c C'est vrai que ça qui est nous beau. fait bien voyager en Europe, ces affaires, hein. Ça nous a fait, ouais, Bien bien sûr, ouais, voyager et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, s'ils n'ont pas eu l'occasion de faire des tournois à l'étranger, de le faire avec leurs copains. C'est la meilleure des choses. tout à fait. Du coup, on va passer un peu sur la partie, marque. J'aimerais que tu nous racontes un peu, du coup, ces premiers pas du Airstore, heu, un peu la genèse du projet. À quel moment tu t'es dit: «Bon, il y a un problème et je vais essayer de le résoudre»? En fait, il y avait pas tant de problèmes que ça, sur le papier. C'est-à-dire que, tout le monde avait un peu, ses mêmes fournisseurs de matériel, de choses comme ça. Je peux citer les marques? Bien sûr. Pas vraiment. Ouais, si. Non, mais tout le monde connaît les éternels, Forel, Spiral Football, Bridgesport, et cetera, et cetera. En fait, on a des piliers de fournisseurs en France et en Europe qui sont, imbougeables et qui font du très bon travail. Sauf que, à un moment, les gens, ils ont besoin de plus. Les gens, ils ont besoin de trucs un peu personnalisés, de trucs qui leur font plaisir. Tout le monde, aime jouer avec des flags, blancs, mais en fait, tu as des flags blancs avec ton nom dessus, c'est encore mieux. Et je suis parti un peu de ce constat-là. J'avais, à l'époque une équipe, familiale, entre frères et sœurs et je voulais, qu'on ait un truc beau. J'avais fait faire des maillots chez un collègue fournisseur et il manquait les flags. Il manquait les flags et je me suis dit: «Bah, comment faire ça?» Alors du coup, je me suis renseigné auprès de différents fournisseurs. Donc minimum de commandes, c'est autant. Les prix, c'était pas forcément adapté parce que, bah, on mettait tout de notre poche, donc C'est quoi c'était pas le minimum de commandes, sur ces fournisseurs-là? sur ces fournisseurs-là, en général, les minimums de commandes, c'est soit 7, soit 15. Donc 7, ça paraît accessible, mais du coup, forcément, moins tu commandes, plus les prix Sont élevés. sont élevés. Donc quand tu fais une équipe entre frères et sœurs, bah, le budget Mmh. est pas forcément énorme parce que, bah, c'est pas une structure. Donc si tout le monde met de sa poche, j'en sais rien, 20 €, bah, en fait, ça se chiffre vite. Donc j'ai essayé de trouver des solutions à ça. Honnêtement, au début, c'était vraiment une blague, hein. C'était vraiment le truc de: «Vas-y, je vais essayer de faire des flags, je vais voir comment on fait» et j'ai essayé plein de trucs en même temps. J'ai essayé plein de trucs en même temps, j'ai regardé un peu la matière, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que c'est?» Ça a l'air d'être de la bâche, je sais pas trop. J'ai essayé d'imprimer sur différentes bâches. Donc je suis allé dans des imprimeries, j'ai sorti des papiers, des machins, des trucs. J'étais pas satisfait du résultat. J'ai réussi au final à faire, chez un imprimeur, à qui j'ai envoyé justement des flags, qui m'a fait un truc à peu près similaire, mais c'était encore plus cher que de commander chez un fournisseur. Hem et du coup, je me suis dit, bah, je vais contacter, des usines à l'étranger. Je vais leur envoyer du matériel et on va voir ce que ça va donner, quoi. Donc, je prends mon ordinateur, je prends mon téléphone et puis, Là, je vais on est toujours dans la blague, là, hein. On est toujours dans la blague pour faire des
des flags pour ta famille. C'est vraiment tout pas sérieux. Il y a pas d'histoire de marque, il y a pas d'histoire de vouloir monter quelque chose. Non, c'est vraiment juste ça attise ma curiosité. OK. Je me dis: «Bon, bah, go, on va essayer de produire ça» et puis au final, tu vois, ça fait plaisir à tout le monde. Donc j'arrive à trouver des gars qui bossent dans des usines d'impression aussi, tu vois? Mais tu les trouves comment ces gens? Alors ces gens, du coup, je vais, sur des plateformes de B2B. Je sais pas si ça te parle, si ça parlera aux gens. En fait, c'est des plateformes de mise en relation avec, des usines, tout simplement. Donc c'est des usines dans le monde entier. Ça peut être États-Unis, Chine, Pakistan, Turquie, Italie, France. Voilà, c'est un peu des intermédiaires de grossistes. Donc moi, je cherche dans tout ce qui va être, textile imprimable et je trouve un gars, donc je trouve un gars en France et je trouve un gars en Chine. Je leur présente le projet et les 2 me répondent favorablement. Donc ils me donnent les fourchettes de prix et cetera et les 2 me conviennent. Alors forcément, en France, c'est un peu plus cher. En Chine, c'est beaucoup moins cher. Hem, je lance le projet pour les 2 et je sors, différents modèles de flag. Donc j'en imprime pour la famille, pas forcément concluant et j'imprime d'autres petits trucs à côté, tu vois? Parce que j'aime bien dessiner, j'aime bien, voilà, faire des visuels et j'en offre à tous mes potes. Donc Clément Scheffer, Antoine Brisset, Loris Pertuis, enfin et je leur dis: «Les gars, en fait, vous me testez ça» et là, j'ai des super retours. Mais là, c'est que les flags, quoi, c'est que la partie bâche, il y a pas encore les pop. Donc les gars, je leur sors ça, ils me disent: «Ouais, c'est vachement cool». Je me dis: «En vrai, c'était fun de faire ça». Genre, j'ai vraiment pris du plaisir à dessiner des flags, let's go, quoi. Donc je commence à en sortir quelques-uns, à régaler un peu tout le monde, dans l'objectif de me dire: «Bah, est-ce que les gens vont me faire des retours positifs, négatifs?» Et puis ça part. Ça part, les gens me disent: «Bah, ça c'est bien, ça c'est moins bien» et je me dis: «Bah, en vrai, ça peut être cool d'associer des pop avec ça». Encore une fois, je me rapproche d'autres fournisseurs, je regarde les prix donc au gros et au détail. Un que tu nous as fait. Alors ça c'est un vieux test fait avec, un autre fournisseur à l'époque. Ça a pas été concluant, mais c'était un test. Tu vois? Encore une fois, c'est en essayant des trucs qu'on arrive au résultat final. Tenez les gars, comme ça à ce tournoi-là, vous me testez ça. Ça c'était une cata. En vrai, c'est une cata et je me retrouve à me dire: «Ouais, donc pourquoi pas faire des pop, quoi?» Bah, je vois que les prix, en fait, pareil, c'est hyper élevé. Alors je me renseigne un petit peu sur les histoires de brevets, d'impression 3D, de fabrication, en fait et je recontacte, le petit gars en Chine. Je lui dis: «Écoute, j'ai besoin de fabriquer des trucs en plastoc, quoi». Le gars, il me dit: «Bah, ça tombe bien, on fait ça aussi». Donc je me dis: «Bon, bah, go, franchement, on va tester» et je lui envoie. Donc j'envoie plein de colis en Chine, je lui envoie, du matos et cetera, des pop, hein, tout simplement. Je lui envoie les pop creux, les pop pleins, heu, puis le gars, il me dit: «Bah, écoute, il y a, d'autres fournisseurs qui produisent ça». Donc il me renvoie un un pop, un jeu de pop. Il me dit: «Est-ce que ça t'intéresserait?» Je lui dis: «Ouais, mais par contre, genre, je veux pas empiéter sur les brevets, sur des trucs qui seraient illégaux en France». Parce que là, c'était des pop, d'une marque, en fait, qui produisait déjà chez eux, Exactement. qui eux-mêmes c'était on peut parler de la marque ou pas? Oui, on peut parler de la marque, bien sûr. Donc c'était quelle On peut marque? parler de la marque Schroms. Donc Shrooms, ils faisaient leurs flags dans cette usine, en fait, avec qui tu travaillais ou avec un de leurs, partenaires et Ouais, puis une usine partenaire. les gars, ils te disent: «Bah, écoute, nous, on imprime des pop, Shrooms là, est-ce que tu veux qu'on te fasse les mêmes?» C'est ça? Sachant que Ouais, Shrooms étaient les premiers à avoir fait ce genre de pop comme ça là. absolument. Donc moi, je regarde un petit peu les histoires de brevets et je me rends compte que, bah, le brevet, il est valable que dans 2 États aux États-Unis. Donc je me dis: «Bah, il y a un truc à faire». Honnêtement, il y a un truc à faire. J'ai vu, bah, pour continuer dans la concurrence, je vois Snatch qui sort des pop quasi identiques à Schroms aussi. Je me dis: «Bon, bah, c'est que il y a un vide à prendre» et le gars, je lui dis: «Bah, écoute, moi, je veux bien, bosser sur ce projet-là. Par contre, je veux quelque chose d'un peu différent». Il me dit: «Écoute, nous, en Chine, on travaille avec ce modèle-là». Il me renvoie un autre modèle qui est quasi identique. Il me dit: «On peut partir sur cette base».
Il me dit: «Je te fais un plastique plus souple, moins souple, plus rigide». Enfin voilà, on fait quelques modifications comme ça on n'est pas à l'identique et let's go. Et la Du taille, coup, c'est la même? la taille, c'est pas exactement la même. Il y a une strie en moins, OK. par Schweppes, en comparaison et il Donc y a là, une notion de diamètre tu en as un de plus chez toi ou un de plus chez eux? chez eux OK. et il y a, un diamètre qui est légèrement plus fin. C'est-à-dire que la douille dans laquelle tu insères ton pop, Mmh. elle est un petit peu plus épaisse, sur ce que je produis et le pop que tu viens insérer dedans est légèrement plus fin. C'est ça, exactement. Donc voilà, en soi, il y a pas vraiment de grande différence et le concept est le même. Attends, Bon, on va se faire un petit kiff là, à côté du micro. vas-y, allez, Tu as entendu ou essaie. pas? On aime ce bruit, on aime ce bruit et et oui, au final, le concept est le même. C'est-à-dire que de toute façon, un pop, ça reste un pop. On a une réglementation qui est assez claire là-dessus. Donc moi, tout ce que je veux, c'est être dans les règles. Donc je donne les spécifications qu'on a sur les formats IFAF, hem, mais pareil, on part sur un système de colis, quoi. Le gars, il m'envoie des trucs, on fait les tests, moi je regarde de mon côté, j'en passe aux copains. Tout le monde teste et puis le gars, je lui dis: «Bah ça va, ça va pas. Ça se casse à tel endroit, ça se casse pas, ça, c'est trop résistant, faut qu'on mette plus de souplesse sur le plastique» et puis, bah, on finit par trouver le produit final. Tu as fait combien de tests en tout? En nombre de tâches, je saurais pas te dire, ça m'a pris 2 mois facile, 2 mois de d'essais aux entraînements du coup, donc avec un entraînement semaine, de renvoi de colis. Je compte, 7 jours à peu près de transit. C'est, ouais, je te dirais, 5 ou 6 essais OK. de retour. En plus, le gars, il est chaud parce que, bah, il s'investit quand même pas mal dans votre relation professionnelle alors que tu fais quand même des petites commandes pour une usine chinoise, quoi. En fait, je pense que le gars, lui, c'est dans son intérêt parce qu'il produit déjà, des produits plus ou moins similaires à côté. Là, tu vois, par exemple, je sais que mes produits, il a arrêté de produire les pop, qu'il faisait avant et il produit uniquement les miens. Donc sur, une partie du marché chinois, bah, en fait, le gars, il utilise les moules, heu, qu'on a fait ensemble pour revendre en Chine. OK. Comme ça, le mec, il peut devenir, numéro 1 des pop en Chine, parce qu'il a pu développer un produit avec toi. C'est ça. En fait, faut savoir que les 3/4 des fournisseurs, des fabricants en Chine, c'est pas des professionnels du terrain. C'est-à-dire qu'il y a un concept, ils fabriquent, point barre. Moi, je lui ai apporté l'aspect sportif, le retour de terrain. Donc le gars, c'est bénef pour lui dans le sens où, bah, il se dit, «OK, là, j'ai des spécifications techniques, j'ai les retours de gens qui jouent avec, je peux améliorer ça» et lui, c'est bénef pour lui. Et même si tu commandes, 2 flags par 2 flags, que ça lui fait pas forcément une grosse marge, en fait, lui, il voit plus, le projet à long terme sur le fait il peut devenir leader sur un produit. Après, il faut savoir que pour fabriquer, tu fabriques pas 2 flaques par 2 flaques. C'est, de la production de masse. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, j'ai différentes couleurs, donc tout part, d'un plastique, incolore et en fait, pour pouvoir avoir un plastique de couleur noire, par exemple, tu rajoutes une peinture dans ton plastique avant de le mettre en moule et on chauffe et bah, pour ça, en fait, il te faut des quantités énormes pour avoir une dilution parfaite, pour avoir un plastique qui répond à certaines spécificités et ça, bah, tu fabriques pas de pop avec. Tu fabriques 5 000, 10 000 pop. Donc c'est un investissement de base. Donc c'est pour ça aussi que c'était intéressant pour lui, qu'on travaille ensemble, c'est qu'il y a une partie des coûts de production qui est divisée. Comme ça, si chacun a du mal à toucher son marché, ben, en fait, la production est divisée par 2. En fait, c'est plus un partenaire au final qu'un prestataire. Je resterai plutôt sur la notion de prestataire parce que je suis pas propriétaire de son usine. C'est lui qui fournit, c'est lui qui a les matières premières. Moi, je lui ai apporté, un besoin que j'avais, une idée, des réajustements, mais en définitive, c'est lui qui a les machines, c'est lui qui produit. Et donc là, un flag comme celui-là qui est blanc là, quand tu Mmh. lui as demandé d'imprimer, 10 paires, en réalité, le mec, il a coulé, beaucoup plus de plastique que ça, quoi. Pour la partie PVC, pas besoin. C'est-à-dire que c'est des grandes planches,
C'est un peu comme une bâche en fait. Ouais. Donc tu imprimes dessus et tu découpes. Donc le plus compliqué en fait, c'est de trouver le bon format pour la découpe laser et après ça part tout seul, la machine elle est réglée pour. Et voilà. Par contre, pour tout ce qui est plastique dur, là oui, il te faut des grandes quantités. Donc quand tu lui as dit: «Vas-y, on va faire des pop blancs», le mec, Mmh. il a fait 5 000 pièces, mais toi, tu en as acheté genre, 50, 100 quoi, pour l'instant. Au début oui, au début ouais, j'en ai acheté 200. Le gars m'a dit: «Bah, on part sur 1000». Il m'a dit: «On part sur une petite production». Donc effectivement, je les ai payés un petit peu plus cher parce que, bah, plus tu as de la production, plus le prix descend. Mais le gars m'a fait confiance. Il m'a dit: «Écoute, voilà, moi j'ai l'habitude de produire tel modèle et cetera. On peut partir sur des modifications comme ça et on essaye». Et là, les retours terrain, tu en as un peu? Ils sont bien tes pop? Ouais, les retours terrain, ils sont super agréables. Vraiment honnêtement, c'est hyper gratifiant en fait, de se dire que, bah, je produis des objets et je les mets à disposition des athlètes sur le terrain et que, bah, la première fois que ça arrive sur le terrain, tout le monde me dit: «Ouais, c'est super bien, quoi. Ça change, c'est accessible et on a le retour de nos attentes sur ton produit». C'est vraiment ça, en fait, c'est les gens attendent quelque chose d'un produit et quand on te dit, bah, ce que tu nous apportes, c'est ce qu'on veut, il y a besoin de rien de plus. Et donc tu as lancé ton site internet, ta page Instagram et tu fais des pop, enfin des pop, des flags, personnalisés. Donc les gens, ils viennent avec une idée, ils disent: «Ouais, moi j'aimerais bien en fait, une tête de lion avec un mec qui dit ça». Toi, tu dessines et tu mets ça en réalité. Ouais, c'est une de mes prestations. C'est ta première prestation. Non, alors non, c'était pas ma première prestation. C'était enfin, quand tu dis première prestation, tu parles de la principale? Tu parles de celle qui a démarré le projet? Ouais. En fait, de base, bah, ma première presta, comme je t'ai dit, c'était de faire des flags pour les potes, donc j'ai fait des modèles un peu standards, des trucs comme ça. Et ouais, effectivement, mes premiers «clients» entre guillemets, c'est des gens qui voulaient des trucs un peu perso. Donc il y a eu des demandes, on m'a dit: «Est-ce que tu pourrais me faire ça?» et cetera. Je me suis pris au jeu et je me suis lancé et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de demandes là-dessus. C'est C'était le besoin principal des gens, d'avoir quelque chose de personnalisé. Et ensuite, tu vois là, je porte un prototype. Tu Ouais, portes un prototype, du Verstore. c'est plus Heu, du prototype là, ça ne l'est plus, mais ça l'était. ça l'était. Heu, Tu t'es dit, «Bon, en fait, c'était marrant de faire des flags si je faisais, d'autres choses». Mais en fait, c'est vraiment, un peu un coup du hasard. C'est-à-dire que je suis parti sur l'impression de flag à la base et je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas compléter avec des pop? Pourquoi pas compléter avec des ceintures?» Donc tu vois, de fil en aiguille, c'est monté là-dessus et puis à un moment, moi, je peux le dire comme ça, maintenant je suis un peu le manager, équipement des Kalikaku parce que je gère les maillots, je gère les flags et cetera. Mais en fait, c'est poser la question avec les Kaikaku de est-ce qu'on ferait pas, bah, du coup, des nouveaux maillots? Est-ce qu'on ferait pas, du textile, des t-shirts, des choses comme ça? Et bah, un peu de la même manière, j'ai démarché des gens. J'ai démarché des gens en disant: «Bah, moi, je cherche à faire ça. Qu'est-ce que vous me proposez?» J'ai essayé en France, ça revient beaucoup trop cher. J'ai essayé au Portugal, c'est pareil, ça devient beaucoup trop cher. Donc je me suis tourné, vers des pays textiles, Inde, Pakistan, Chine. J'ai trouvé, mon bonheur au Pakistan. Donc là, j'ai investi dans une usine, vraiment minuscule. En fait, j'ai lâché un petit billet sur un jeune. C'est 2 frères qui ont leur petit atelier, en fait. Donc c'est vraiment une production, minuscule, faite par 2 personnes. Toi, tu les as trouvés, pareil sur la plateforme B2B? Absolument, absolument. En fait, sur cette plateforme B2B, en fait, tu peux faire des appels un peu à candidature. En gros, tu mets, «J'ai besoin de tel produit», puis les gens, ils viennent te contactent, quoi. OK. Et donc le gars m'a contacté en me disant, «Bah, écoute, moi j'ai une usine». Alors tu sais, le gars de contact, tu tout de suite Ouais. un énorme truc et tout et on décide de s'appeler, et le gars, me dit: «Bah, vas-y, viens, on fait un visio». Et en fait, le gars, il me montre un truc grand comme une chambre, quoi. Et il me dit: «On est 2 à travailler, par contre, on travaille sérieusement. Et nous, on n'a pas d'intermédiaire, on n'a pas de truc. Juste, c'est entre nous. Genre, c'est direct». Je lui dis: «OK, tu sais quoi? Vas-y, on se lance».
Mais comment ça, tu as investi? Enfin, Bah, du coup, genre tu investis dans une entreprise, quoi. C'est pas tu payes, c'est tu investis, là. ouais, j'investis, c'est-à-dire que le gars, je lui ai donné une somme d'argent pour passer en prioritaire sur toutes les commandes. C'est-à-dire que demain, tu me commandes un produit spécifique. Bah, le gars, s'il a d'autres projets à côté, il met en stand-by, il fait ma commande, il me l'envoie. Et après, il reprend ses projets. Et j'ai, entre guillemets, l'exclusivité de, de, de sa main-d'œuvre, en fait, De sa main-d'œuvre de 2 personnes. de sa main-d'œuvre de deux personnes. Mais qui est très qualitative. Qui est très OK. qualitative. Et en fait, c'est ça qui est d'autant plus appréciable. C'est-à-dire que j'aurais pu, tu vois, prendre, je sais pas, une usine en Chine, au Pakistan, sur laquelle je fais fabriquer des trucs en masse, euh, tout à la machine. Et en fait, bah oui, t'as des produits qualitatifs, mais pas autant que des choses faites à la main. Alors, tous mes produits ne sont pas tous faits à la main. Il y en a qui sont faits par machine. Mais tu vois, par exemple, le compresseur que tu portes sur toi, c'est fait à la main. Donc, en utilisant des machines, mais ça passe pas dans des grosses industries où tout est automatisé. Donc là, c'était pareil, le gars, il t'a envoyé un proto, tu lui as fait un retour, il a retouché et jusqu'à se trouver un produit fini, quoi. Alors, celui-ci, du premier coup, Mmh. je lui ai dessiné. Je lui ai dit, je veux ça comme ça comme ça. Je lui ai donné une size chart pour avoir les tailles européennes parce que, bah, tu vois, ça diffère d'un continent à un autre. Gaël m'a envoyé ça et je lui ai dit, c'est parfait, en fait. C'est ça que je veux. Et c'est parti comme ça. Une size chart, du coup, c'est un guide des tailles, donc tu dis est-ce que ça dit genre, la largeur, au niveau des pecs, la largeur au niveau du cou, la largeur au niveau de, je sais pas moi, des bras, Tu par vas exemple? avoir col bah, du ventre, tu vas avoir tour de poitrine, tour de hanche, longueur des bras. OK. Moi, je me base là-dessus. Euh, Après, il y a différentes size charts qui vont te prendre en travers, etc. Je travaille pas avec ça. Je travaille avec ce qui me paraît être le plus à même d'être utile en fait sur le terrain. Et donc lui, tu lui dis: «Vas-y, bah, pour du S, il faut ça, pour du M, il faut telle taille et pour du L, celle-là. Ouais, tout à fait. Envoie-moi, un de chaque taille que j'essaye». Ouais, c'est ça, exactement. Parce que moi, je m'en souviens, tu es arrivé avec ces compresseurs, tu en avais, je sais plus, 10, tu as dit: «Bon les gars, j'ai que du L, Bah, désolé». en fait, sur les premiers, tu vois, tu te limites parce que c'est pareil, c'est une question de budget. Je parlais d'investissement tout à l'heure, mais tout ça, je le paye de ma poche. Initialement, je le paye de ma poche. J'ai pas un investisseur qui va me dire, eh, tiens, je te donne 10 000 euros et puis tu fabriques tout ça. Non, non, j'ai tout mis de ma poche. Donc c'était aussi un pari risqué. Donc je pouvais pas faire, je sais rien, 10 L, 10 M, 10 S. Non, au début, je me suis dit, je fais 10 L pour faire plaisir à tout le monde, plaisir à tous mes potes. S'il y a des besoins de taille différentes, j'ajusterai au cas par cas. et genre là, par exemple, le pull que tu portes là, Mhm. tu as investi combien pour, d'aller-retour de différents modèles, pour à la fin trouver un produit fini que tu peux enfin vendre et peut-être récupérer une marge? Alors ce pull-là, pour l'instant, il est pas en vente. Voilà. C'est un long prototype parce qu'en vrai, il est terminé, mais il faut que je trouve encore des petites choses pour pouvoir le mettre en vente. Mais grosso modo, un pull comme ça, c'est à peu près 200 euros de prototype. Ça paraît beaucoup pour certains, ça paraît pas grand-chose pour d'autres. Là, c'est pareil, c'est un produit sur lequel je me suis vite ajusté, j'ai vite trouvé les bonnes choses. Donc, ça a été assez rapide. Mais il y a d'autres produits, comme les gants, par exemple, on peut monter sur du 500, 600 euros pour trouver un produit à peu près fini. Bah, parlons des gants un peu parce que, écoute, là, j'ai un gant d'un autre R, le R de Ridge, Tout à fait. qui avant toi a fait aussi, bah, un pas enfin, ce genre de démarche-là. Hem Et puis les gants, tu en as fait plusieurs modèles avant d'arriver à celui que, voilà, que tu as un peu plus mis en avant ces derniers temps. Donc tu disais que tu as mis à peu près 600 euros de ta poche pour trouver le bon fournisseur, le bon modèle, les bonnes tailles? En fait, les gants, c'est un poil plus technique que les textiles. En textile, tu viens, tu veux des spécifications techniques, tu les as, point barre. Un gant, enfin, des gants, t'as une notion de durabilité, t'as une notion de qualité en termes de couture, de tissu, etc. Et t'as une notion de confort. Faut allier les trois. C'est-à-dire que si t'as un gant qui est archi qualitatif, qui est durable mais qui est pas confortable, personne ne le portera. Si t'as un gant qui est qualitatif, confortable, mais qui a pas de durabilité, personne l'achètera. Et tu vois, en fait, c'est un peu ce triangle-là. Bah, encore une fois, hein, c'est pareil, c'est de la démarche auprès de différents fournisseurs. T'expliques ton projet, les gens te disent: «Bah, nous, on fait des gants pour telle marque, on fait des gants pour ci, on fait des gants sans marque».
et bah, tu donnes ton idée, ils te font ton prototype, ils te l'envoient, tu réajustes. Les gants, ça a été un pari très risqué parce que moi, j'avais testé les gants avant. J'avais quelques personnes qui m'avaient fait des tests, mais j'avais pas de notion de longue durabilité. Mmh. J'avais, peut-être, 6 mois, 6 mois de retour sur les gants. Ouais. Tu sais pas s'il y a une culture qui pète facilement, tout ça, quoi. Exactement, et puis tout le monde a son style de jeu, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont plonger, il y en a qui vont, faire très attention à leurs gants, il y en a qui vont jamais les mouiller, il y en a qui vont les passer à la machine, et en fonction des habitudes, bah, la durabilité n'est pas impactée de la même façon. Donc je me suis lancé pour mes premiers gants, ça a bien fonctionné. J'ai eu des bons retours, j'ai eu des retours négatifs aussi, bien évidemment, heu ça a été une très bonne chose. Ça m'a permis de cibler vraiment les défauts de mes gants, et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont joué le jeu parce que, même si j'étais très transparent sur le retour des gants, bah, il y a des gens qui m'ont quand même fait confiance, quoi. Moi, j'ai dit à tout le monde: «C'est des gants qui sont bien pour les débutants, faut pas attendre des grandes, choses techniques de ces gants. Ça fait l'affaire, mais c'est pas, des gants Nike ou des gants Adidas». J'ai pas, le budget recherche et développement que peuvent avoir, ces grandes En marques. encore maintenant ou c'était surtout les premiers modèles? Les premiers modèles. Les premiers modèles parce que maintenant je me suis ajusté, que j'ai trouvé, pareil un partenariat. Donc là, c'est un autre fournisseur encore. Là, on n'est plus au Pakistan, c'est plus Ouais. les Chinois, c'est un troisième. C'est encore un ouais, ouais, ça fait beaucoup de monde, hein, dans tout ça. Ouais, c'est encore un autre fournisseur. Alors, là, tu veux qu'on aborde le sujet des nouveaux gants? Les gants, tu avais aussi cette volonté en fait, tous tes produits, ils partent d'un besoin. Ton fl les premiers flags, tu dis: «Putain, j'ai besoin de flags pour mon équipe». Le compresseur, putain, j'ai envie de faire on part en tournoi internationaux, j'ai envie de faire un compresseur avec le drapeau de la France pour mes potes, là, tu t'es un peu dit, je de ce que j'avais compris, il nous manque des flags, il nous manque des gants taillés pour les féminines. C'est parti un Ouais, peu de ce constat-là. absolument. Ton projet, il est pas vraiment il est né du besoin et pas forcément d'un business plan de quoi que ce soit. Non, bah, en fait, encore une fois, c'est ce que j'explique un peu à toutes les personnes qui posent des questions sur le Airstore. Moi, c'est un plaisir, en fait, c'est une passion. Je fais pas ça pour faire de la rentabilité ou quoi que ce soit. Là, vraiment, le but, c'est je voyais, bah, par exemple, quand j'encadrais les filles des Juggernauts, c'est une galère pour les filles de trouver des gants. Tu prends du S, masculin, tu prends du taille jeune, du youth, en L, mais du coup, c'est pas ajusté au niveau des palmes des doigts. C'est compliqué de trouver des tailles, précises. Ce que j'ai fait, j'ai contacté presque toutes les filles du flag que je connaissais et je leur ai dit: «Envoie-moi les mesures de tes mains». Alors, c'est absolument pas un truc bizarre, et en fait, tout le monde m'a fait un retour. J'ai eu différentes tailles, j'ai fait les moyennes avec tout ça, et bah, j'ai envoyé ça au producteur, je lui ai dit: «Je veux des gants avec cette size chart là». Donc c'est parti en production, c'est revenu, et bah, là, tu vois, actuellement, j'en ai pas refait, mais tout mon stock de taille féminine, il est parti. Donc là, tu as fait 2 gants différents au final, des gants féminins et des gants masculins? Ou c'est unisexe? Non, en fait, je suis parti sur une taille, masculine standard, ce qui se Mmh. fait, en moyenne au niveau des hommes, et pour les féminines, j'ai créé une size chart basée sur la moyenne des joueuses avec qui j'ai pu échanger. Et les retours, ils sont plutôt bons au niveau des tailles, pour les féminines? Pour les tailles, c'est nickel. Taille, c'est nickel, tout le monde y a trouvé son compte. J'ai pas eu une personne qui m'a dit: «Écoute, là, c'est trop grand, c'est trop machin». C'est tout le monde m'a fait des retours positifs là-dessus. Genre que les doigts, il y ait pas de surplus au bout, qu'il y en ait pas trop, sur le C'est côté là? exactement ça. En fait, c'est vraiment, tu vois, au niveau surtout là de la palme des doigts, c'est que, le souci qui était rencontré, c'est que soit il y avait du jeu, soit c'était trop serré, OK. et du coup, ça, c'est relativement inconfortable. Tu le sais très bien en tant que joueur, c'est que si tu es pas bien dans tes gants, c'est compliqué de les porter. Et donc, tu as fait une première version comme ça féminine, tu as fait une première version masculine et donc tu as essayé de pousser le projet pour dire: «Bon maintenant j'ai envie de faire un truc encore plus qualitatif». Oui, en fait, j'ai eu des bons et des mauvais retours sur ma première série de gants. Donc, des retours notamment en termes de durabilité, qui étaient compliqués, donc je les ai pris en compte. J'ai demandé à certaines personnes de me renvoyer leurs gants, que je puisse, travailler un peu sur ce qui allait pas, et
et du coup, j'ai discuté avec, encore un autre contact. Lui, fournit en fait du matériel, à petite moyenne échelle en Chine. Donc il fournit, beaucoup d'équipes et il était sur un projet de gants. Donc je lui ai dit: «Écoute, moi ça m'intéresse de travailler avec toi». On avait déjà échangé sur pas mal de sujets, sur beaucoup de produits dérivés et il me dit: «Bah, let's go, on part là-dessus». Donc bah, encore une fois, je lâche un petit billet. Le gars, il m'envoie des prototypes. Il me dit: «Écoute, je veux faire ça, j'aimerais bien ajuster ça. En termes de design, qu'est-ce que tu en penses? Comment on fait?» Et c'est pareil, je prends les gants, je vais sur les terrains, j'en passe à des potes et ça part. Ça part, les gens me font leur retour, ça, c'est bien, ça, c'est pas confortable, le design, c'est comme ça. Et puis je fais remonter à l'autre gars et on ajuste comme ça. Et au mois de on lance la production. On lance la production et ça part en vente, là, à la rentrée. Et tu tes premières égéries, heu, Scott Harrison, Tanguy Dominet qui portent tes gants au championnat d'Europe. Absolument, sans oublier Lorraine Meilleux qui les porte toute la compétition, Scott un peu moins parce que, Scott il a ses superstitions, Tanguy aussi. Est-ce qu'on peut dire, que Lorraine elle a fait en moyenne une interception par match grâce aux gants du Verstore? Je sais pas si c'est grâce aux gants ou si c'est grâce au coaching que je lui ai apporté. Non, je plaisante. Non, c'est grâce à son talent aussi pour le flag, honnêtement. Mais je pense honnêtement que le fait de jouer avec du matériel qui te plaît facilite grandement le déblocage en fait des capacités psychiques. Il y a un C'est le look good, un play good. ouais, c'est exactement ça, tu vois? Il y a un unlock mental qui se fait et qui fait que, bah, les gens ils se disent: «Ouais, ça y est, je Mais suis frais, let's go, et quoi». du coup, c'était quoi l'idée derrière dans ta tête de dire: «Vas-y, je vais habiller ces joueurs de l'équipe de France que je connais bien»? C'est pour montrer un peu la marque? Il y a une logique comme ça ou c'est juste plutôt: «Vas-y, j'ai envie de faire plaisir encore»? Bah, c'est un mélange des 2. C'est-à-dire que là, on en vient à un moment où la marque se développe. Donc officiellement, là, je suis ouvert au 1er janvier. 1er janvier, 2025 et j'ai déjà beaucoup de demandes. Donc je me dis, à un moment, bah, va falloir, travailler un peu là-dessus, quoi. Donc j'ouvre un Insta et je me dis: «Bah, faut relayer un peu les choses». Qui de mieux, pour relayer les choses que des personnes qui ont du visuel, quoi. Des gens qui sont connus dans le milieu et en plus de ça, c'est des amis. C'est des personnes, qui me sont proches, donc je leur demande un coup de main. Je leur dis: «Écoute, moi, c'est avec grand plaisir que je te file du matos et si tu apprécies», encore une fois, j'insiste là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Bah, écoute, ça, j'aime pas trop, j'ai pas trop envie d'en parler». Il y a pas de problème. Ce que tu apprécies, tu en parles et bah, en fait, ça vient comme ça. Je me dis: «Bah, je vais faire un système d'ambassadeurs». Donc je contacte toutes les personnes que je trouve plutôt bien en termes de notoriété et que j'apprécie également et je leur dis: «Bah, viens, on travaille ensemble». Les gens jouent le jeu. Encore une fois, c'est ça, les gens jouent le jeu et c'est comme ça que, bah, on finit, là, au championnat d'Europe, avec, OK. mes gants et aussi, l'équipe de France qui porte mes flags. Celui-là aussi, on le voit pas mal sur les terrains. Tout à fait. Le petit compresseur France, c'est en fait, c'est le produit que les gens veulent. C'est-à-dire que c'est les gens qui demandent et moi, je fais que leur fournir. Est-ce que c'est une petite réussite pour toi, avoir tes flags qui équipent, l'équipe de France? Ouais, carrément. Honnêtement, pour être transparent, j'ai tellement d'équipes qui m'ont envoyé bouler ou qui m'ont snobé en me disant parce que j'ai démarché des équipes en disant, «Ouais, mais ton produit, ça pue, quoi, genre on n'en veut pas, on a l'habitude de travailler avec un tel ou avec un tel, mais on veut pas» et et d'un coup d'avoir, bah, recevoir un message, «Écoute, avec la fédé, on aimerait travailler avec toi». Je me dis: «En fait, c'est un gage de confiance, c'est un gage de qualité aussi» et c'est super gratifiant et au-delà du fait de vendre des produits, il y a aussi la fierté de représenter son pays. J'ai eu à un moment l'espoir d'intégrer l'équipe de France, de performer, comme je voyais avec les copains et tout et en fait, à un moment, je me suis résigné parce que, bah, faute de temps, professionnellement parlant, faute de possibilité de progresser, à titre perso, bah, en fait, c'est une autre façon de représenter les choses. Mmh. C'est soutenir, en fait, Bah, bien mon sûr. équipe de France de flag. Quand je quand j'ai compris qu'en tant que joueur, je pouvais pas être en équipe de France, je suis devenu manager.
Voilà. Donc c'est une forme de soutien aussi pour le collectif, d'autant plus que je suis ami avec beaucoup de monde, qui sont joueurs et joueuses. Donc c'est un plaisir d'accompagner aussi mes amis au-delà de l'aspect commercial. Bah, tu vois, je mets bien mes potes. Et d'ailleurs, c'est souvent comment ça marche, la manière dont tu vends depuis le début, ça a été au final beaucoup de bouche à oreille. Les premières commandes, les premières équipes. C'est quasiment que ça. C'est-à-dire que les gens ne démarquent pas en me disant: «Ouais, j'ai vu la pub, sur tes flags». Non, non, les gens ils me disent: «Bah, écoute, je connais quelqu'un qui porte tes flags, je les ai trouvés qualitatifs ou j'ai bien aimé ce style ou j'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce qu'on fait?» Et que ce soit des personnes, que ce soit des collectifs, des personnes qui font des petites équipes pour les tournois, des clubs, c'est ça fonctionne comme ça. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de 2 minutes de ta logique un peu commerciale qui est pas classique. Pour toi, il y a pas de minimum de commandes, c'est que du sur mesure, beaucoup de dialogue humain, alors que d'autres sociétés pourraient dire: «Ouais, il me faut minimum tant», et comme tu parlais avec les entreprises chinoises. En fait, c'était vraiment, ce côté familial que je veux garder. Tu vois, en fait, l'entreprise, elle s'appelle Razo Store. Razo, c'est un diminutif de mon de famille. C'est quelque chose qui me représente. Et au-delà de ça, ça me représente moi, ma famille, mes frères et sœurs, enfin, toutes les personnes de mon entourage qui m'aident et je veux que ça garde un côté familial. Et par ça, j'ai pas envie d'avoir cet aspect industriel, cet aspect, vraiment grosse entreprise de, ouais, bah, minimum de commandes, c'est autant, je vous donne un délai et tu vois, truc très carré. Les gens, quand ils me contactent pour faire des flags, je leur dis: «Bah, écoute, là, je bosse cette semaine, bah, j'ai pas le temps. Je te fais ça la semaine prochaine ou je te fais un retour dans 2 semaines». Là, tu vois, il y a 2 jours, j'ai envoyé un colis à un petit jeune, des Conquérants là de Caen. Ça faisait depuis le mois de juin. On est le 24 octobre aujourd'hui. Depuis le mois de juin, le petit jeune, il m'a dit: «Ouais, j'aimerais bien faire ça comme flag». Je lui ai dit: «Ouais, je reviens vers toi» et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce qu'il y a eu plein de choses entre 2. Il a été super patient et là, bah, son colis, il l'a reçu. Il m'a envoyé un message, il m'a dit: «Ouais, je suis trop content» et en fait, c'est ce truc-là que je veux garder. Donc c'est une stratégie commerciale qui peut me desservir, mais qui, moi, me permet de garder un peu mes valeurs. C'est pas facile de garder un équilibre entre, qualité, accessibilité, authenticité et puis, bah, quand même faire plaisir, ça reste un business au final, quoi. Ouais, mais encore une fois, je me prends pas la tête. Il y aura des gens qui seront pas contents et les gens qui sont pas contents, bah, tant pis, c'est comme ça. À 90 des retours que j'ai, c'est des retours hyper positifs. Des gens à qui ça fait plaisir, des gens qui apprécient le travail que je fournis. Donc, en définitive, les gens arrivent à identifier le fait que, bah, j'ai une vie à côté et que je fais ça pour le loisir. Donc, il y a de la patience, il y a de la compréhension et les gens, je pense que d'une manière générale, ils ont compris l'identité de la marque. Tu as quand même 10 de retours un peu négatifs? Tu as des haters ou pas? Quand je dis 10 c'est surtout, des retours de: «Ouais, bon, bah, au final, le design, je l'aimais pas comme ça». C'est même pas forcément, tu vois, des retours, sur la qualité des produits, c'est plus, des éternels insatisfaits et certaines personnes de la concurrence aussi, mais ça, je citerai pas de nom pour éviter le débat, mais toutes les personnes qui écouteront le podcast et qui me connaissent un petit peu savent, de quoi et de qui je parle. En tout cas, tu as une philosophie que tu me parlais qui était un peu claire, c'est que tu ne vends rien, que tu ne serais pas prêt à utiliser sur le terrain toi-même Absolument. et que Alors faut savoir tu préfères refuser un produit que vendre un truc moyen, quoi. ouais, très clairement. Faut savoir que tous les produits que je vends, je les ai testés. C'est-à-dire que, les gants que j'ai vendus, je les joué avec. J'ai joué avec pendant 6 mois. Je suis sorti de mon confort parce que c'était pas forcément dans les trucs que moi je voulais, mais voilà, j'ai joué avec les flags, je les ai testés, les pops, je les ai testés, les ceintures, je les ai testés. Là, tu vois, il y a plein de nouveaux produits en exclusivité derrière. C'est que des trucs que j'ai testés. Je porte tout et encore mieux si j'arrive à faire porter mes potes avec, c'est que eux me font des retours et j'ai pleine confiance en mes amis pour, qu'ils soient, objectifs dans leurs retours. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une petite exclue là sur, un prochain produit qui va sortir ou pas? Heu, ouais, bah, il y a des petites casquettes là qui vont sortir. Donc il y a certaines personnes déjà qui les ont reçues, heu, bah, quelques ambassadeurs en exclusivité. Si tu veux, je peux te montrer. Il y avait les Mais Bob vraiment, aussi. c'est le suivi de la collection, la collection France. Là, une petite casquette simple, efficace avec une petite
avec le petit drapeau de la France. Voilà. et devant tout blanc. Et devant tout blanc. Vraiment tout blanc, simple. Bah, en fait, c'est un peu comme le compresseur que tu portes. Ouais, comme Simple, efficace. Voilà. Il y a pas de truc. ça, c'est le pakistanais, c'est le chinois, c'est Ça, en fait, je peux pas donner mes sources. Non, en vrai, les textiles comme ça, un peu plus complexes avec, différents matériaux, c'est Chine. OK. Et attends, t'as fait des gants, t'as fait des flags, quand est-ce que tu fais des chaussures? Non, les chaussures, non. En fait, c'est super technique. C'est-à-dire que, des chaussures, je pourrais en faire. Je pourrais prendre un modèle de chaussures standard, juste mettre mon logo dessus. Ce serait aussi simple que ça. J'ai pas envie parce que c'est pas un produit que j'ai développé. Mais d'ailleurs, le gant, il y a pas de R dessus, c'est une sorte de croix. Ouais, en fait, il y a mon petit logo sur le côté et c'est tout. C'est une, production partagée comme je disais et heu et honnêtement, c'est pas forcément pour la mise en avant de ma marque, c'est la mise en avant de produits de qualité. Mmh. OK. Donc c'est pas un produit, sur lequel, je vais forcément, afficher en gros mon logo partout. C'est de la coproduction et moi je suis content de mettre aussi en avant mon partenaire, qui puisse aussi travailler sur notre marché européen, ce qu'il a pas pu faire avant. Et du coup, ça représente quoi aujourd'hui le Air Store, pour toi? Bah, comme je disais, c'est une passion en fait, c'est vraiment un petit truc à côté que je fais, quand je rentre du boulot le soir à 21:00. Je finis ma journée de boulot et je regarde sur ma tablette, je me dis: «Ah ouais, j'ai 10 commandes, bah, je vais me poser, je vais manger, je vais prendre ma douche et puis je vais faire mes 10 commandes» et le lendemain matin, entre 2 patients, je vais aller à la poste et ça va partir, quoi. C'est comme ça que ça Pour fonctionne et ça m'anime, en vrai. Donc derrière le Raso Store, il y a quand même, un seul mec en fait, qui bosse déjà dur la journée, quoi. Tu arrives à gérer en parallèle ton métier d'infirmier, libéral et ton petit side project, ton de créer des vêtements, des choses pour les passionnés de flag. Ouais, j'ai même des patients qui m'achètent des vêtements C'est vrai? et tu vois, j'ai fait des t-shirts, des pulls et ouais, j'ai des patients qui m'ont dit: «Ouais, mais il est trop bien votre pull et tout, vous l'avez trouvé où?» Bah, c'est moi qui l'ai fait. «Ah bah, vas-y, on te prend un pull, quoi» et c'est super cool. Tu vois, c'est la fierté de partager des trucs comme ça. Ça fait des grosses journées à rallonge quand même entre les patients, les commandes, les entraînements le soir, le coaching. Ouais, bah, j'ai des journées où je pars de chez moi à 4:00 du mat. Je rentre enfin, je termine le travail à 19:30, 20:00. J'enchaîne sur l'entraînement et je rentre chez moi à 23:00. Ça fait des très longues journées Et là tu commences, le Air Store. et là, je commence le Airstore. En général, sur les longues journées comme ça, j'essaie de pas travailler sur le Airstore. C'est pour ça que des fois, il y a du délai sur les commandes. C'est parce que je suis sur les périodes de grosses journées. Et tu arrives à garder la passion, malgré la fatigue, les horaires, tout ça? Bah, ouais, parce que c'est une passion, justement. C'est ça le principe, c'est que peu importe la fatigue, tu sais très bien, sur les tournois, peu importe la fatigue, on a envie de jouer. Ouais, c'est la même chose. Faut savoir faire des petites siestes. C'est Je fais important. des siestes, t'inquiète. Là, Faut toujours du temps fou. à Prague, là, week-end dernier, 3 jours de compète, c'est des milieux de journée après manger où tu es là: Premier «Oh». match. Non, non, Je m'en c'est un souviens, quart de finale contre, Waldorf, mi-temps, je m'allonge comme ça là, je me dis: «Oh, si je ferme les yeux là, je m'endors». c'est C'est parti. dur, ça fait partie du jeu. Ouais, 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 c'est normal. Après, Et c'est du on se vieillit aussi, hein. Il y a, cette part de vérité qu'on essaye de se cacher. Absolument. L'avenir du Air Store et du flag en France. Toi, donc tu en parlais, tu veux développer, des nouveaux produits, mais qu'est-ce que tu veux développer dans les prochaines années, pour le Air Store? Les prochains mois déjà, hein, le court terme, mais les prochaines années aussi. En fait, j'ai pas d'objectif et c'est ça qui je pense me différencie des autres. J'ai pas d'attente. Hem, demain tu vas m'écrire, tu vas me dire: «Ouais, j'ai besoin de faire, j'en sais rien, des chaussettes». Bah, je vais te dire: «Ouais, vas-y, viens, on fait des chaussettes» et peut-être que je vais les faire qu'une fois. Là, les casquettes que j'ai fait, heu, ça se trouve, ça se vendra pas, je les referai plus et j'aurai une idée dans 6 mois, je me dirai: «Vas-y, je fais ça et ça va marcher». J'ai pas d'attente, c'est-à-dire que là, pour l'instant, je reste sur les produits que j'ai. Si les gens me demandent des nouvelles choses, je verrai ce que je peux faire et si ça fonctionne, je les garde.
T'as acheté combien de chaussettes de casquettes là? Casquettes, j'en ai une quinzaine. OK. J'en ai fait une quinzaine pour essayer et puis, on verra. Si les 15 partent, tu dis: «Ouais, peut-être j'en recommande». Ouais, exactement et après, je prends en compte aussi la notion de plaisir que j'ai à le faire. OK. Par exemple, sur mon site internet, je vends des flags, que j'appelle, des series. C'est des flags avec des designs, préconçus que j'ai faits. Bah, ceux-là, j'ai pris énormément de plaisir à les dessiner. J'ai pris des soirées, j'ai pris des matinées, des après-midi à dessiner tout ça et ceux-là, je sais que je les ferai tout le temps parce que j'ai pris du plaisir à les faire. Il y a des produits, ouais, enfin, je le fais parce que une équipe en avait besoin. Voilà, par exemple, les maillots, j'ai des gens qui me demandent pour des maillots. Je dis pas oui à tout le monde parce que les maillots, c'est pas ce qui me fait kiffer le plus. Alors, quand il y a des besoins et que tout est déjà préconçu, les gens, ils ont des designs et tout, je vais le faire. Mais moi, m'attarder sur un design pendant des heures, ça me fait pas kiffer, donc j'ai pas envie de le faire. Donc je le fais pas. Et là, sur tes séries, il y a une demande? Tu es quand même vachement sollicité sur les personnalisations, Mmh mh. mais sur, les séries, du coup, qui sont des choses pas personnalisées, mais que tu as déjà faites, tu as quand même une forte demande? Oui, après, c'est pareil, c'est que je les sors par saison, en fait. Je vais OK. sortir, 3-4, d'une collection par-ci, 3-4 d'une collection par-là et si les gens, ils veulent quelque chose d'un peu plus, proche de ce qu'ils attendent, en fait, ils commandent en personnalisé. Tu vois, là, c'est assez marrant parce qu'en début d'année, on m'a dit: «Oui, fais des Cars», tu sais, Cars de Disney, là, la voiture rouge Mmh. et honnêtement, j'ai jamais pris le temps de le faire. Je crois que j'ai eu 5 ou 6 commandes perso de Cars et en fait, les gens, ça leur convient très bien parce qu'en plus de ça, à chaque fois, c'est des modèles uniques. C'est jamais les mêmes designs. Donc tout le monde y trouve son compte. Et donc là, si dans 5 ans, le flag, il est aux JO, un peu moins, 3 ans, hem, toi, tu veux qu'il soit où le Air Store? Pas au JO. Tu veux pas des flags Air Store aux JO? Non. Non, parce que je veux pas que ça en devienne une contrainte. Je veux pas que le App Store devienne une contrainte dans ma vie. Je veux que ça reste un plaisir et je veux que ça reste un truc, bah, en fait, je suis en capacité de répondre, aux gens qui m'écrivent sur Instagram ou qui m'écrivent par mail. Je veux pas avoir à dire: «Bah, je te réponds la semaine prochaine», parce que là, je peux pas écrire un message. C'est compliqué de perdre ce truc-là parce que c'est l'identité de la marque. Maintenant si, on me fait une énorme commande de flag, pour équiper, bah, tu vois, comme l'équipe de France a pu le faire, oui, en soi, à part de la logistique, la quantité de travail fait que, les retours sont rapides, c'est très fluide. Voilà, ça me va. Mais devoir équiper, j'en sais rien, 20 équipes pour un énorme tournoi, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est un projet, un gros projet qui va me prendre du temps et ça veut dire étouffer les autres projets. Ça dépend qui est en face, quoi. Si c'est, un pote, qui te demande, qui travaille aux JO, Vu comme qui n'en ça, connaît oui. rien, qui Après, peut te dire: «Vas-y, fais ça, viens, on travaille ensemble sur un projet où tu fais les flags pour 12 équipes». oui, après si c'est des copains, c'est toujours réalisable. En fait, à partir du moment où il y a cette notion de plaisir, je suis OK de travailler avec ça. Si c'est une institution qui est dépersonnalisée, je prends pas de plaisir. Et juste sur ce côté, développement du flag, toi, ça fait du coup 20 ans que tu es dans le flag. C'est quoi ton regard sur l'évolution du sport? Super agréable. Heu, il y a différents sons de cloche. Tu as ceux qui te diront: «C'était mieux avant», ceux qui te diront: «Bah, c'est en train de se développer, heu, ça stagne, ça va rien donner». Je suis relativement content, de voir l'essor que ça a pris. Alors effectivement, il y a une part JO qui fait son effet et c'est important de le notifier. Mais au-delà de ça, dans la volonté des personnes en général, il y a beaucoup plus d'investissement et c'est ça qui fait plaisir. C'est qu'on voit de plus en plus d'équipes de jeunes, on voit de plus en plus d'équipes formées, en termes de personnel, d'encadrants. C'est c'est hyper agréable. Quand on voit des tournois, comme le Capital Ball qui commencent à se retrouver, sold out en quelques semaines, alors que la première édition, hem, je m'en souviens, c'était compliqué d'avoir des équipes jusqu'au bout. Tu te dis que les gens, en fait, ils ont envie de faire du flag et c'est ça qui est agréable. On a vu aussi les chiffres de la fédé là qu'ils ont sortis, il y a pas longtemps, Tout à fait. avec une grosse progression de licences et notamment chez les jeunes. Ouais. Ouais, ouais, c'est super agréable, c'est enfin, c'est plaisant.
D'autant plus pour les passionnés comme toi, comme moi, comme d'autres personnes qui écouteront ou qui regarderont ce podcast, c'est vraiment, heu, un bébé qu'on voit grandir. C'est le travail de nombreuses années qui porte ses fruits. Et ça peut être quoi le rôle du Airstore justement dans cette structuration? Le rôle du RSOR, je pense que déjà ça a commencé, c'est rendre les choses plus accessibles, sans me mettre en avant ou quoi que ce soit. En termes de prix, je sais que je suis devant beaucoup de concurrents parce que je suis pas dans l'objectif de faire du bénéf, mais ça fait une différence Ouais. et surtout en termes de proximité. Une petite équipe qui vient de se lancer, j'ai eu le cas il y a pas longtemps, les gars ils me disent: «Bah écoute, on n'a pas les moyens, c'est compliqué». Bah je leur dis: «Les gars, OK, je vous fournis des flags et vous me paierez dans 6 mois». Et les gars, bah, ils me paieront dans 6 mois, je pars sur la confiance. Mais en attendant, ils peuvent commencer leur saison et ils ont, leur flag, tout bien, tout beau, du coup ça donne envie, à telle personne de venir et en définitive, bah, ils ont des adhérents, des licenciés, des licences qui rentrent, l'argent et puis après, moi, ils peuvent me payer. Ouais, Ça c'est porte vraiment ça, c'est pour l'avenir et puis, tu vois, encore une fois, le R100 là, par exemple, là, je vois vraiment à proximité de moi, heu, comme c'est à Amande du Havre, bah, en fait, j'ai refait tout le jeu de flag, toutes les ceintures, tous les pops, tous les flags. Heu, Ça a fait carrément plaisir à tout le monde. De jouer avec, des flags neufs, de se dire, bah, c'est pas les flags qui sont dans la ceinture qui prennent la flotte, qui prennent, la pourriture ou je sais pas quoi, qui sont dans le même sac depuis 10 ans. Non, là, tout le monde joue avec du matériel neuf et ça fait plaisir. Tu ce qui me fait plaisir moi, Dis-moi? c'est que tu m'as fait des flags à Milan et quand je vais aux entraînements, je les ai offerts à toute la défense et quand je vais aux entraînements et que je vois qu'ils portent ceux-là et pas les anciens et qu'il y a un petit R et il y a pas un snatch, sur le flag, ça me fait plaisir. Ça Je fait sais plaisir. que mon pote il est là avec moi, tu vois? Ouais, bah, c'est le but, tu vois? C'est vraiment ça. C'est qu'il y ait un peu de rason un peu partout. Mais il y en a déjà des petits rasos. Ouais, j'étais assez étonné. Franchement, j'ai été très étonné de voir, les photos des premières journées, là, du championnat, de voir du R partout. Ça J'étais en mode: «Ah ouais, c'est moi qui ai fait ça». C'est Et super gratifiant. tu parlais de l'importance dans le flag et c'est ça qui t'a plu dès le début de l'esprit un peu communautaire. Le fait peut-être que ce soit un sport de niche aussi, les gens sont beaucoup plus proches, facilement. Comment on peut garder cet esprit communautaire à mesure que le sport, il grandit et qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent? En fait, il y a pas de façon de le garder. Je pense que ça va se faire tout seul. C'est des choses qu'on voit dans beaucoup de sports, dans le volley, dans le hand. Il y a une communauté qui est quand même vachement forte. Des sports qui sont moins médiatisés, donc on le voit peut-être un peu moins, mais c'est des communautés qui sont très fortes et beaucoup de gens se connaissent. Je pense notamment au hand féminin où il y a énormément de transferts interclubs. En fait, toutes les filles se connaissent et en fait, le flag tend à devenir comme ça. Il y a une communauté qui est là et qui s'auto, alimente. Il y a pas de choses à mettre en place. Ça se fait tout seul et c'est l'esprit du sport, justement. Bah, écoute, on a fait un bon petit tour sur ta marque. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu voudrais dire, aux gens qui se lancent dans des projets, pour leur sport et notamment le flag football? Bah, franchement, lancez-vous. C'est un peu bateau ce que je dis, hein, mais il faut se lancer. Moi, c'est parti de rien, c'est parti d'une «blague» entre guillemets, de délire entre potes, entre familles et voilà ce que c'est aujourd'hui, quoi. C'est une marque qui grandit, qui permet de fournir, énormément de monde à petit prix. C'est un peu le Décathlon du flag, tu vois? Et ça a donné ça de rien. Donc lancez-vous. Tous les gens qui ont des projets, il faut le faire. Que ce soit, un petit comme un gros truc, il faut le faire. Après, tout le monde n'a pas l'esprit, chef d'entreprise, tu vois? Ce petit truc de vouloir se lancer en indépendant et cetera. Ça fait peur, c'est normal. Mais dans ce cas-là, faites des projets à plusieurs. Lancez-vous à plusieurs. Lancez-vous les gars, Je pense à Harry créez des flags, faites un podcast, lancez-vous les gars. Ouais, mais bien sûr. Non, mais tu vois, il y a plein de gens qui montent des petits trucs, tu vois, notre très cher, Fabio et notre très cher Romain qui ont lancé, Ricoh Pro. Bah, ils se sont pas lancés tout seuls, ils se sont lancés à 2 et ça fonctionne. Toi, Mmh. avec ton projet, Flag Football Talks, tu t'es lancé tout seul, ça fonctionne. En fait, il y a pas d'échec. Il y a que de l'apprentissage. Et alors on a montré tout à l'heure ce petit gant, Ridge, mais du coup, tu arrives dans un marché, bah, parce qu'il y avait de la place, mais comment ça se passe tes relations un peu avec, disons les concurrents qui faisaient déjà un peu des flags, qui faisaient déjà un peu du textile? Alors, il y a pas vraiment de relation.
Il y a ceux que je connaissais, il y a ceux que j'ai appris à connaître et il y a ceux avec qui je n'interagis pas. Heu, Très honnêtement, moi, j'invite souvent les gens à aller chez la concurrence, certains produits, parce que, bah, par exemple, pour les maillots, moi, quand je fais des maillots, c'est pas ma base de boulot. Donc en fait, je sais que la qualité sera moindre. Même si les prix sont moins élevés, la qualité est moindre. Donc j'invite souvent les gens à aller chez la concurrence. Donc ça, je te dirais, il y a pas de mauvaise relation avec qui que ce soit. Maintenant, il y a toujours les rageux. Heu, Encore une fois, tout le monde saura de qui je parle. Heu, mais heu, mais non, non, tu vois, j'ai été contacté, par d'autres fournisseurs qui m'ont dit: «Ouais, bah, ça pourrait être cool de bosser ensemble». Bah ouais, carrément. On est là pour tous se serrer les coudes. En fait, on est dans un sport niche, comme tu dis. Donc ça sert à rien de vouloir descendre les business des autres. Non, non, on bosse tous ensemble. On voit ce qu'on peut faire pour se tirer vers le haut les uns les autres et puis voilà. Moi, je suis concurrent de personne. Toi, c'est juste un joueur qui veut que les autres puissent jouer dans de meilleures conditions. Ouais, mais en fait, tu vois, demain, Verstore se casse la gueule, j'ai plus d'acheteurs ou quoi que ce soit, je suis pas déçu. Je j'ai pas de business plan, j'ai pas d'objectif commercial, donc en fait, ouais, ça fait son temps, ça fonctionne et puis ça s'estompe. Il y aura quelqu'un d'autre derrière qui prendra le relais avec une autre marque, un nouveau concept, une nouvelles idées. J'ai 2 petites questions pour finir, cet entretien, tous Ouais. les 2. La première, c'est si tu pouvais t'adresser directement à la communauté, de flag française, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Merci de m'avoir fait confiance parce que, un peu comme tous les business, je serais rien sans les clients, mais en fait, je serais rien aussi sans la confiance. Tout le monde a joué le jeu dès le début. Tout le monde m'a fait confiance, tout le monde s'est dit: «Ouais, Razou, il lance un truc, on va le soutenir» et j'ai pas une personne, à qui j'ai proposé des produits ou des choses comme ça qui m'a fermé la porte. Tout le monde m'a soutenu, donc merci. Et la dernière question, la question habituelle, si je devais inviter une ou 2 personnes sur ce podcast, qui je devrais inviter? Très bonne question. J'aurais dû anticiper cette question parce que je n'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que, tu pourrais inviter, Caïs Hamidi. Je pense que c'est une personne pleine de ressources et qui a un peu, aussi l'esprit, entrepreneur. Donc en termes de point de vue sur le sport en général, sur l'entrepreneuriat et sur le flag, il peut être très intéressant en termes d'échange. Puis Caïs, il a une belle histoire quand même, Absolument. il s'est fait les croisés, il est revenu, il s'est entraîné fort et oui, 1re sélection en équipe de France cet été. Caïs, c'est un exemple de persévérance et de motivation, mais que ce soit dans la vie personnelle et dans la vie, sportive. Et ensuite, 2e personne, Et on invite tout le monde à suivre, sur, Instagram, sa marque de vêtements pour la paix. oui, pour la paix, tout à fait, ouais. Ouais, très beau projet. Et après, Mohamed Kouidiri. Je sais pas si si tu le connais, Mohamed? À Momo, Bah, voilà, bien sûr. Momo, notre cher Momo qui aussi à mon sens a une vision, du sport qui est super objective et c'est pareil, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu. Il est sur tous les versants, arbitrage, joueur, heu et il a une vision de notre fédération, tout sport confondu, qui est super intéressante C'est surtout une très, très bonne personne et c'est une très bonne personne, bien évidemment. et son histoire professionnelle aussi, est très, Ouais, mais en fait, très c'est ça, c'est très mais je inspirante. pense que de toute façon, les gens, qui ont, ce poids dans le sport, cette vision et cetera, il y a toujours un parcours de vie derrière. Enfin, tout va ensemble. Parcours de vie, parcours sportif. Tu as un tracé qui prédéfinit la personne que tu es. Momo, j'ai joué, en junior avec lui, hein. Oui, bah, ouais, oui, c'est vrai que tu as été Roubaix, sur l'île, tout un temps. Ouais, tu as sacrée beaucoup personne. baroudé toi aussi, hein? Roubaix, oui. Non, j'étais pas à Roubaix, j'étais à la Cato, enfin, j'étais sur le quartier de la Cato à Lille, pour les connaisseurs. Eh oui. Eh ben, écoute, en tout cas, merci Pierre pour, cet échange, nous avoir un peu ouvert, les dessous de ta marque, de ton entreprise, on peut dire. Ton entreprise qui se résume à ta chambre d'amis, on peut voir les cartons derrière. Non, ça c'est mon stock et c'est tout, hein. À très vite et puis j'espère voir plein de petits R, sur les terrains, dès ce week-end. J'espère aussi, j'espère aussi. Ciao. Ciao.